On dit souvent que le Covid, ça impacte les jeunes au niveau de leurs études. Mais moi, mon lycée, il a bien géré, je trouve. J'ai eu tous mes cours en présentiel. Et j'ai remarqué que je suis devenu beaucoup plus casanier, en fait. Que maintenant, j'ai l'habitude d'être chez moi et que ça me plaît, en fait. Je me suis étonné parfois à me dire, bon, bah, c'est vendredi, bah, ce soir, bah, ouais, je vais jouer, je vais pas sortir. Ouais, le lien social, je dirais, il peut se garder à travers le jeu vidéo, ouais, c'est tout à fait possible. Parce que parfois, on peut être 5, 6 et on se raconte nos vies jusqu'à tard le soir, donc il peut se garder. Pour moi, le premier confinement, c'était quasiment des vacances. Parce qu'en plus, il y a le bac qui a été annulé et on a pu profiter d'un été à peu près normal, où les restaurants et tout était ouvert. Et je peux pas me projeter parce que je sais même pas où je vais rentrer en septembre. En tant que lycéenne, la crise m'a beaucoup impactée au niveau du travail. Sur Parcoursup, par exemple, j'ai revu la place de mes vœux. J'ai plutôt visé un peu la facilité parce que j'ai été démotivée avec les distanciels, le travail en distanciel. Et on doit fournir un effort vraiment beaucoup plus grand. On a beaucoup de distractions justement quand on travaille, même trop. Parce que des fois, on a peur d'être sur une pente descendante. On a l'impression que moins on travaille, moins on a envie de travailler et que ça va que en descendant. Je pense que ça mettra du temps à retrouver la motivation, mais que ça arrivera forcément. La première fois que je suis revenue au lycée après le premier confinement, c'était vraiment d'un coup presque la liberté, on retrouvait tout le monde. Après au niveau du travail, ça faisait un peu bizarre, parce que c'est comme si on reprenait après des vacances, mais ça faisait vraiment, vraiment du bien. Alors je pense que l'année prochaine, il y aura quand même encore des gestes barrières ou encore des choses qui seront pas comme avant. Mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans le fait que ça redevienne un peu comme avant, voilà, en présentiel tout le temps. Premier confinement, j'ai décroché. Après le deuxième, ça va. Et là, celui-là, là, pendant les cours en distanciel, j'ai vraiment décroché beaucoup. Enfin, je suis les cours, mais c'est bizarre. Je comprends. En visio, je comprends pas trop. Déjà que j'ai des difficultés. Alors là, même le basket, ma saison et tout, le sport, j'ai aussi arrêté le sport. Je restais tout le temps dans ma chambre. Je jouais, après, voilà. J'ai perdu mon temps hein, quand j'ai joué et tout, resté dans ma chambre alors que j'aurais pu faire plein d'autres choses. Le Covid m'a impacté, je dirais, négativement du côté de ma formation d'étudiante infirmière parce qu'on avait des stages de moins bonne qualité, et pareil pour les enseignements qui étaient en distanciel et les partiels aussi. Puis au niveau du mannequinat, ça a fermé pas mal de portes et quand même freiné ma carrière. Moi, j'ai pas été appelée dans la réserve sanitaire parce que je suis dans la ferme de l'alphabet. Donc d'autres ont été pris avant moi. Dans une période comme celle-ci, les stages à l'hôpital, c'est le rush. On court vraiment partout, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'arrêts maladie. Donc en fait, les étudiants infirmiers, on nous le dit pas, mais on est là pour pallier au manque d'effectifs alors qu'on est payé 1,08 € de l'heure en deuxième année. J'ai songé à arrêter ces études parce que quand je vois le manque de considération qu'on a pour nous, déjà en tant qu'étudiant infirmier, mais aussi en tant qu'infirmière, ça donne pas du tout envie de continuer. Pendant le premier et le deuxième confinement, ça s'est quasiment arrêté, tout ce qui était artistique. Je me suis dit, voilà, des top modèles, il y en a plein. Des filles qui sont plus grandes, plus jolies que moi, il y en a plein. Donc je me suis dit, ouais, je vais passer à la trappe. Je pense que je ressens de l'angoisse face au futur. Je dirais que ça se manifeste plus par une baisse de motivation par moment et un manque d'envie de prendre soin de soi déjà, et puis aussi d'aller dans mes projets. La crise m'a impacté de manière plutôt complexe, c'est-à-dire qu'il y a eu des points négatifs, notamment la vie sociale. Et par contre, j'ai appris d'autres choses vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis aussi de ma vie personnelle. Premier confinement, le fait de passer en 100% télétravail, on avait un appartement avant, et mon endroit de travail, c'était aussi mon endroit de vie. J'étais incapable de penser à autre chose. Vraiment, c'était vraiment que le travail et j'avançais pas parce que du coup je pensais au travail donc je dormais pas, donc je travaillais moins bien. Je me suis pris du temps pour d'autres choses aussi. Je me suis remis à faire de la musique. J'ai même commencé à apprendre un nouvel instrument. J'ai commencé à faire de nouveaux trucs en ligne, notamment du jeu de rôle, des jeux de société en ligne, etc. La crise sanitaire m'a impactée
parce que je me rends compte qu'en fait, le contact social, il est très important pour tout le monde, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie amicale, que dans la vie familiale. Et je replace vraiment l'humain au centre. Quand je finis mon mémoire, je suis genre bon, j'ai pas eu de stage de fin d'année, j'aurais pu avoir une expérience professionnelle supplémentaire. C'est là où je me suis dit bon, il y a le service civique. Donc mon service civique, il est dans une structure de l'économie sociale et solidaire à Espace, qui est un tiers-lieu du 13e arrondissement. Mais il y a eu une véritable évolution parce qu'il y a eu un partenariat avec Linky, qui fait notamment des distributions alimentaires pour les étudiants en précarité. J'avais vraiment envie de me lever tous les matins et de voir mon utilité et vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice. Je pense aussi j'ai pris le temps, et ça c'est surtout au premier confinement, de me poser de véritables questions. Je suivais ma voie sans en être trop sûre et en fait toute cette crise sanitaire m'a permis de me dire mais oui en fait c'est là-dedans que je travaillais. Et j'y suis allée avec encore plus d'entrain. Cette pandémie, elle aura un impact que positif. Enfin, sur moi, que positif, c'est sûr et certain. Ça m'a tout appris. J'ai fait la réanimation Covid. Ça m'a beaucoup forgé tout ce qui est compétences médicales, tout ce qui est compétences pharmacologiques. C'est vraiment ce qui va faire, je pense, de moi une future meilleure professionnelle. C'est terrible. Au début, on disait que c'était que les personnes âgées qui étaient sujets à cette maladie. Finalement, c'est tous les jeunes. Ça fait peur. Au bout d'un moment, tu te dis, ça peut être moi. Et je pense qu'au début, tout le monde se rendait compte que c'était compliqué. Après, forcément, c'est comme tout le monde, tous les gens en ont marre, donc on arrête un peu d'en parler. On me demande toujours comment ça va, hein, c'est pas le problème, mais on arrête de me demander ce que je vois à l'hôpital, parce que je pense que tout le monde en a marre. Quand je raconte des histoires, c'est surtout pour me libérer peut-être un petit peu moi, et pour que je me sente un petit peu mieux. Alors moi, je me projette pas vraiment, je viens de commencer, j'ai commencé en août 2020, donc je me projette, je fais au jour le jour. Si je devais résumer le coronavirus depuis 1 an, ça a été pour moi déclic. Le mot c'est déclic et c'est opportunité. Je travaille dans le digital, j'ai pu faire de ce travail une opportunité dans ma vie. Et aujourd'hui, je pense que ça m'a ouvert des portes. Je proposais beaucoup d'événementiels, beaucoup de supports de communication. Le fait que le coronavirus soit arrivé, déjà, ça m'a enlevé en fait les rendez-vous en présentiel. Et déjà, j'ai gagné un temps fou dans mes journées. J'ai presque gagné 2 à 3 heures par jour. Il a aussi changé ma manière de travailler. Maintenant, je travaille tout le temps en télétravail. Et surtout, il m'a permis de me reformer ou d'approfondir des choses qui n'étaient que des idées et qui aujourd'hui sont des vrais concepts ou des vrais projets que j'ai lancés. Alors j'ai lancé ma formation en ligne. Donc c'est une formation qui permet aux professionnels ou aux personnes qui ont un projet personnel de se développer sur Instagram. Quel impact elle a eu sur ma vie? En résumé, elle m'a juste permis de découvrir de nouvelles choses sur moi-même et d'en profiter plutôt que d'attendre que le temps passe, tout simplement. Alors, le premier confinement a été un peu plus chaotique, on va dire, que celui-là, puisque j'étais pas du tout dans la même hygiène de vie, on va dire. Et ça a été, on va dire, un peu le retour à la bonne vieille vie de chômeur, celle où vraiment tu fais rien et t'attends que le temps passe. J'ai profité de ce temps pour développer des projets, déjà dans la création de contenu, donc à savoir un compte Instagram, une chaîne YouTube, basée sur le sport et le développement personnel. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir le mode de vie le plus sain possible. Et on va dire que c'est grâce au Covid, ça y a contribué. Je vivais de 15h à 7h du matin. C'était beaucoup plus approprié. Aujourd'hui, c'est un peu plus l'inverse, on va dire. Donc j'ai ni l'envie ni la motive de retourner là-dedans. Cette année, je préparais un Ironman avec un binôme. Et malheureusement, comme on le pensait, la course a été déportée en octobre. Le sport, ça a 2 facteurs pour moi. Ça provoque une sensation d'adrénaline qui fait que c'est le seul moment où j'ai aucune douleur. Et c'est aussi le sport, c'est aussi quelque chose où on s'échappe de la vie réelle et pendant un moment, on est déconnecté. On s'entraîne chacun de notre côté et
par moment, on est censé se voir pour faire le point et avancer tous les deux. Il faut forcément qu'avec les distanciations de 10 km maximum, en habitant à 30 km de chez Alain, forcément on ne peut pas se voir et donc s'entraîner. On s'est acheté des équipements pour avoir une application en commun et qu'on puisse chacun voir ce que fait l'autre dans ses entraînements et faire des bilans sous format de soit par appel téléphonique ou par visio. Alors la lassitude, oui, elle commence à nous peser, mais on a quand même cette niaque qu'on avait au début qui fait que on veut le faire, cet Ironman, on est prêt, on n'a pas fait toute cette prépa physique pour rien, il faut qu'on le fasse. Même mentalement, on en a besoin, donc non, on le fera. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre cette journée de travail et de réflexion à laquelle vous allez toutes et tous être bien sûr dimensionnés et surtout à laquelle vous allez pouvoir participer à travers différentes questions. Donc le thème de cette journée, vous le connaissez bien sûr, vous avez le programme, cela tourne autour des questions intergénérationnelles et ce deuxième focus que j'ai l'honneur d'animer avec les intervenants est consacré à la formation, emploi et précarité des différentes générations face à la crise. Avant de vous présenter nos 5 intervenants, je passe tout de suite la parole à Madame Olivia Grégoire, qui est en charge auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Olivia Grégoire qui a la charge de l'économie sociale solidaire et précisément de l'économie responsable. Olivia Grégoire qui évidemment est très concernée par le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire vos travaux autour de la question intergénérationnelle à l'aune de la crise sanitaire, mais surtout économique et sociale que nous traversons tous depuis mars 2020. On aborde assez régulièrement cette crise dans le débat public en opposant les générations de façon assez caricaturale, en laissant penser qu'une génération se serait sacrifiée au profit d'une autre. D'un côté, il a été déploré à raison que le confinement ait été subi par nos jeunes pour préserver la santé de nos seniors, de nos aînés. De l'autre, on plaint le manque de responsabilité de la jeunesse, source de confinement à rallonge. Ces perceptions caricaturales, qui me dérangent, témoignent d'une vraie méconnaissance des réalités de chacune de ces générations, quand on sait que ces deux générations sont exposées depuis plus d'1 an avec une terrible intensité à l'isolement et à la précarité, toutes les deux, peu importe qu'on soit au début de la pyramide des âges ou à la fin, l'isolement comme la précarité a été un fléau vécu par ces deux générations. L'abbé Pierre avait coutume de dire que la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute notre société, c'est l'indifférence. Je crois que cette crise, elle nous oblige collectivement à être plus attentifs les uns aux autres, à quitter l'indifférence, parce que nous avons plus de ponts que de murs à bâtir entre toutes ces générations. D'ailleurs, la résilience et l'effervescence des projets intergénérationnels dans tous nos territoires témoignent, au-delà de la nécessité d'être ensemble, de la possibilité de faire en commun. Une économie porte particulièrement ses valeurs, c'est celle dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, l'économie sociale et solidaire. Elle propose cette économie de créer de la valeur tout en donnant un sens à son activité par un impact social, solidaire ou environnemental positif. Les jeunes qui entrent en 2021 sur le marché du travail ont, je crois, cette quête de sens profondément ancrée dans leur recherche d'emploi. Selon certaines études, et c'est un fait structurel, ça fait maintenant des années, ce serait désormais même pour une majorité d'entre eux le sens, le critère déterminant avant d'accepter un emploi. C'est une véritable révolution qui va obliger les entreprises de toute taille à améliorer leur place dans la société pour continuer à attirer les talents. Il est intéressant de noter que les seniors attendent également des entreprises une plus grande responsabilité sociale, via la relocalisation de la production par exemple, mais aussi environnementale avec la réduction de l'empreinte carbone de nos entreprises. Autre exemple, un senior sur 2 est engagé dans une association. C'est une marque
incroyable, une marque supplémentaire que cette quête de sens n'est absolument pas l'apanage de la jeunesse, que nos plus aînés sont aussi mobilisés sur cette question du sens, de l'entraide, de la solidarité. Je crois, pourtant, que notre jeunesse dispose vraiment de l'inventivité nécessaire pour répondre aux défis sociétaux et que nos seniors ont la capacité, l'expérience, la volonté de les accompagner dans ce sens. C'est tout le sens du plan Un jeune, un mentor que le gouvernement a mis en place en avril pour permettre la diffusion des compétences et des savoirs entre nos générations. D'ici la fin de l'année, nous souhaitons que 100 000 jeunes aient pu bénéficier de ce mentorat de façon assez simple via une plateforme. Par ce type de dispositif, nous cherchons à créer du lien entre les générations. C'est évidemment ce que souhaitent faire tous les responsables politiques successifs, et c'est tant mieux. Mais là, nous y mettons les moyens grâce à la relance. C'est tout le sens de mon engagement, en tant que ministre bien sûr, mais aussi en tant que citoyenne. En 2021, nous investissons 1,3 milliard d'euros de la relance au service du développement de cette économie sociale et solidaire. C'est dans ces modèles inclusifs que résident, et j'en suis convaincu, certaines réponses à la crise. Dans les travaux qui seront les vôtres et qui sont importants, je vous invite à vous plonger sur les dispositifs qui permettent aux générations de se parler et surtout de se comprendre. Des ponts plutôt que des murs. Je crois que l'écosystème de l'ESS peut être un lieu de rencontre parce qu'il permet justement aux actifs comme aux bénévoles d'œuvrer ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Dans cette réflexion, sachez que vous me trouverez toujours à vos côtés. Merci pour votre engagement sur une question absolument majeure au cœur de notre cohésion nationale, sociale, pour cette année, mais je le crois vraiment pour toutes les années à venir. Je le répète, c'est ma conviction. Regardons ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Construisons des ponts plutôt que des murs. C'est ensemble qu'on parviendra à redresser notre économie et à réenchanter notre société. Je vous souhaite d'excellents travaux et comptez sur moi pour vous encourager et être à vos côtés quand vous les aurez terminés. À très bientôt. Merci beaucoup Olivia Grégoire pour ce premier témoignage qui campe en fait le décor de notre table ronde. Je rappelle Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. On a bien retenu le message bien sûr de l'importance de construire des ponts entre les générations, en tout cas en dépassant les caricatures qui veulent créer souvent des clivages entre les jeunes et les seniors. Je vous propose à présent d'écouter un flash introductif de la chaire transition démographique, transition économique. Cette introduction est signée Sébastien Bock, qui est chargé de recherche à la chaire et qui campe donc le décor de notre conversation. Bonjour à tous. Le sujet de cette deuxième table ronde est consacré à la formation, à l'emploi et à la précarité des différentes générations face à la crise. Ces thématiques sont au cœur des recherches de la chaire Transition démographique, transitions économiques, car le marché du travail est une pierre angulaire des relations intergénérationnelles. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un monde de rupture. Au cours des 4 dernières décennies, l'économie française et son marché du travail ont été bouleversés par de profondes transformations. Le progrès technique, la mondialisation et la transition démographique ont fortement impacté les trajectoires professionnelles, générant de nouvelles opportunités, tout en accroissant les risques de fracture. Aujourd'hui, la crise sanitaire amplifie les risques de rupture. À la fin 2020, plus d'un participant au marché du travail sur 5 se trouve contraint dans son offre de travail, soit par l'absence d'emploi, soit par une situation de sous-emploi. Et bien que toutes les générations soient touchées, elles le sont de manière différenciée. À cet effet, 2 éléments clés méritent d'être soulignés pour comprendre les enjeux de la question intergénérationnelle pour le marché du travail. L'insertion des jeunes et le maintien en emploi des seniors. D'une part, les jeunes sont plus exposés au chômage que leurs aînés, avec une première entrée sur le marché du travail ardue. Ils n'ont pas ou peu d'ancienneté, ils occupent des emplois instables qui ont servi de marche d'ajustement pendant cette crise. En outre,
La part des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation a culminé courant 2020, renforçant une précarisation grandissante de leur situation. D'autre part, les seniors apparaissent a priori protégés par leur ancienneté et la stabilité de leurs emplois. Toutefois, la montée des plans sociaux en préparation pourrait accélérer leur sortie du marché du travail. En effet, c'est une main-d'œuvre dont l'emploi est déterminé par l'échéance du départ à la retraite. De plus, les transformations des métiers induites par le progrès technique entraînent une accélération de l'obsolescence de certaines compétences. La crise sanitaire amplifie cette tendance, notamment avec la numérisation croissante des entreprises. Or, les seniors sont les plus exposés à ce risque induit par les évolutions technologiques et les réorganisations structurelles. Ces incertitudes fragilisent les liens intergénérationnels de la société française et par la même occasion, le contrat social qui la sous-tend. Cette situation nous amène alors à nous interroger sur l'efficacité du modèle social français. Protège-t-il suffisamment l'ensemble des générations face à la précarité ? Comment stimuler l'emploi dans un monde où les trajectoires professionnelles sont de plus en plus incertaines, voire fracturées ? La formation tout au long de la vie est-elle un nouvel ascenseur social accessible à toutes les générations ? Faut-il que les retraités s'engagent davantage dans la solidarité envers les actifs ? Et enfin, quelles institutions et quelle gouvernance mettre en place dans une économie de rupture ? Merci beaucoup Sébastien Bock, chargé de recherche à la chaire Transition démographique, transition économique, pour avoir campé ce décor. Je rappelle donc le thème de ce focus numéro 2, formation, emploi et précarité des différentes générations face à la crise. Je rappelle également au public qu'il peut poser des questions. Vous qui êtes derrière vos écrans actuellement, en nous écoutant en direct, vous pouvez poser toutes les questions. Vous aurez la parole après pour débattre avec nos intervenants. Les questions apparaîtront à l'antenne. Je les poserai à nos intervenants. Il suffit de déposer vos questions, de poser vos questions par SMS au numéro suivant, le 07 49 08 72 79. Le numéro apparaît en bas de l'écran, 07 49 08 72 79. Alors, je vous présente maintenant nos 5 intervenants dans l'ordre d'apparition et d'intervention. François-Xavier Albouy, bonjour, vous êtes directeur de recherche à la chaire Transition démographique, transition économique. On vous a déjà vu dans le focus numéro 1 tout à l'heure. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur les questions justement générationnelles. Et puis sur la réforme des retraites, qui est un autre point important que vous suivez de très près. Nathalie Chusseau est avec nous également. Nathalie Chusseau, membre de la chaire, et par ailleurs professeure d'économie à l'Université de Lille. Nathalie, vous êtes spécialiste notamment des questions des inégalités, de l'éducation à la mobilité intergénérationnelle et à l'économie de la mondialisation. Gilles de Margerie est là avec nous également, commissaire général de France Stratégie, et président du think tank En Temps Réel, après une longue carrière dans le secteur bancaire. Et puis, 2 responsables syndicaux nous rejoindront également. Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT, responsable notamment des politiques de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. Enfin, Paul Maillot. Paul Maillot est président de la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. En fait, c'est une association qui regroupe les fédérations territoriales et dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des étudiants, une population dont on sait qu'elle est lourdement mise à tribut pendant cette crise. François-Xavier Albouy, je me tourne tout d'abord vers vous, donc directeur de la recherche à cette chaire de la transition démographique et transition économique. Vous allez nous présenter en fait vos axes de réflexion, les travaux de la chaire et puis les constats d'action que vous faites. C'est à vous pour 6 minutes. Merci beaucoup Emmanuel, c'est évidemment formidable. Pourquoi cette question intergénérationnelle nous a paru extrêmement importante ? Parce qu'effectivement, depuis 10 ans, on ne voit que des phénomènes qui montrent, qui indiquent qu'il y a une tension très vive entre les générations et qu'il y a peut-être aussi une incompréhension entre les générations, leurs besoins et le besoin collectif de la nation, peut-on dire, du pays, si vous le souhaitez. Il y a cette tension qui est de plus en plus vive et qui, évidemment, a éclaté avec la crise. Alors, et une crise,
C'est une crise fondamentale. C'est pas parce qu'il y a eu relativement, entre guillemets, peu de morts, etc., qu'il y a eu beaucoup de peur de peur catastrophique par rapport à la réalité de ce qui s'est passé. C'est une crise majeure puisque on a arrêté subitement l'économie. Ce n'était jamais arrivé. Même en temps de guerre, c'est des choses qui n'arrivaient pas. Et donc, on en sort avec toutes ces tensions qui sont évidemment hystérisées et un sentiment d'inquiétude qui traverse toutes les générations. Le pays, on est gouverné par la peur. Alors, il y avait déjà la peur du terrorisme, la peur du réchauffement climatique, la peur de... On est envahi par la peur. Et alors, on ne pourra faire de la relance que si on arrive à regagner en termes de confiance. Donc, ça doit être premièrement... Et on a regardé dans les travaux qu'on avait faits, ceux qui résistaient à l'après-crise. Vous savez, avant-guerre, la question, c'était les retraites ouvrières et paysannes. Évidemment, c'était plus vraiment la manière bonne de poser le problème à cause de l'hyperinflation de guerre, et on a fait le système de sécurité sociale après la guerre. C'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des débats d'avant-crise qui vont rester parce que la réalité qu'ils sous-tendent va se continuer. Évidemment, ça va se continuer, mais les manières de poser les problèmes vont être différentes. Et bien avant ça, bien avant cette crise, on avait, d'ailleurs sous l'impulsion de médecins et de gérontologues et de Françoise Forette, tout particulièrement, vu qu'il y avait, plus on retardait l'âge de retraite, c'est-à-dire plus on maintenait en activité des personnes aînées, des seniors, plus l'âge d'entrée en dépendance était retardé. Et ça a été montré dans beaucoup de pays, ça a été plutôt par des études de médecins sur des cohortes très précises, etc. Évidemment, en contrôlant les contre-effets, que ceux qui restent en activité sont en bonne santé, etc. En se débarrassant de tous ces contre-effets, on a réussi à le démontrer. Et nous, à la chaire, je crois qu'on est les premiers à l'avoir fait en économiste. C'est-à-dire qu'on a pris cette observation d'épidémiologue finalement, et on en a conclu, on a fait à partir de l'enquête Share, qui est une enquête européenne sur les personnes âgées, et avec nos modèles d'économètres et nos manières de voir les choses, on a pu le fixer à l'ordre de 3,2 années, ce qui est colossal, c'est énorme. L'entrée dans la dépendance, débarrasser, le maintien en activité à âge tardif retarde l'entrée dans l'indépendance de 3,2 années. Et on s'est dit, mais bon, on dit en activité. Pourquoi en activité? C'est pas forcément au travail, c'est pas forcément au sens salariat du terme. C'est en activité qui peut être une activité contraignante, qui a du sens, qui est tournée vers les autres et qui peut être intensive. Et donc, c'est du bénévolat. C'est pas forcément du travail rémunéré, mais c'est du bénévolat reconnu en tant que tel. Et ça, je pense que ce thème-là, il va rester à la crise, et c'est la bonne manière peut-être de voir le problème. Pourquoi? Parce que on sait depuis longtemps, à la chaire, on l'a mesuré, qu'on va tous passer entre un tiers et un quart de notre existence à la retraite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand la retraite, c'était, même dans les années 80, l'espérance de vie tutoyait les 60 ans finalement. Donc la période de retraite, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, on a un quart et un tiers de vie qu'on va passer à notre retraite. Et donc, s'il n'est pas possible, parce que le marché du travail ne s'y prête pas, ou parce que pour X raisons, de continuer à rester à travailler, évidemment, il faut se lancer. Et c'est un message à tous les jeunes retraités dont je vais bientôt faire partie. C'est un message positif. Il faut se lancer dans l'activité sociale. Et c'est vraiment absolument important. Et on voit après avec la table ronde de tout à l'heure, puis on le verra aussi dans l'après-midi, combien cet engagement des seniors, qui ne sont pas toujours à pleurer sur le mal qu'ils ont pu faire, la crise écologique, c'est des choses extrêmement importantes, et peut-être qu'il y a une responsabilité générationnelle, mais il y a tellement de choses à faire pour en sortir et puis rendre de la cohérence au pays qu'on peut là rendre, je crois, de l'optimisme. Deuxièmement, il y a cette histoire d'agilité. C'est ce qui nous a frappé tous pendant la crise, des signes. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'un signal faible, c'est cette histoire de vite ma dose, mais qui est quand même absolument impressionnant, qui remet en cause des bureaucraties et des difficultés à bouger en cas d'urgence, et qui l'a fait avec beaucoup de talent. Et troisième chose, sur
sur cette question de la formation à tous les âges, on est aussi très actif avec cette intuition qu'on a qu'il faut non seulement développer la formation à tous les âges, mais la maintenir après la retraite. Et en particulier, mettre les universités de manière massive à contribution pour aider cette génération qui n'est peut-être pas très habituée à ce qu'est l'économie sociale qu'évoquait Madame la ministre. Et c'est évidemment des sujets d'études qu'on fait avec Nathalie Chussot qui vous les détaillera un peu plus. Merci. Merci beaucoup. François-Xavier Albouy est parfait en termes de timing, donc on va essayer de tenir la ligne. Je peux déborder en termes de timing une interrogation, mais c'est une seule question. C'est juste. Allez-y. 1 500 000 NEETs de jeunes paumés, quoi, et 2 millions de chômeurs chez les seniors, chômeurs retraités, etc. On aura l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Vous aurez l'occasion d'y revenir puisque nous allons débattre ensemble tout à l'heure. Alors, merci François-Xavier Albouy. Vous avez tendu la perche donc à l'intervenante suivante. Il s'agit de Nathalie Chussot, membre de la chaire de transition démographique et transition économique. Je rappelle également professeur à l'université de Lille. Alors, les travaux, Nathalie Chussot, sont nombreux, évidemment. On va y revenir. Vous nous rappelez un peu les objectifs et puis surtout les mesures, quoi, hein, les concrets. On va rentrer dans la cuisine, là, cette fois. Vous avez 6 minutes également. Exactement. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais articuler mon propos autour de deux objectifs que je considère et que la chaire considère comme majeurs. Le premier objectif, c'est qu'il faut absolument donner priorité à la jeunesse. On en a parlé, mais les jeunes ont été fragilisés par la crise. Une étude récente du Conseil d'analyse économique a montré que la crise avait pesé 2 fois plus sur le revenu des Français âgés de 20 à 25 ans que sur celui du reste de la population. On a vu un certain nombre de jeunes et d'étudiants tomber dans la pauvreté suite justement à la perte des petits boulots qu'ils avaient. De plus en plus de jeunes ont recours aux bourses alimentaires. On a vu une augmentation significative des troubles dépressifs chez les jeunes et une détresse psychologique accrue. Et donc on voit bien que principalement ce sont surtout les jeunes, tous les jeunes sont touchés, mais on voit bien qu'il y a eu un accroissement aussi des inégalités au sein de cette génération des jeunes, puisque les jeunes les plus modestes ont été aussi fortement touchés. On a découvert une précarité numérique chez les jeunes, hein. On a découvert que pour suivre des études à l'université, il fallait à minima un ordinateur et une connexion Internet, et on s'est rendu compte que nombre d'étudiants étaient mal équipés. On observe un décrochage universitaire conséquent, qui prend différentes formes. Ça va du décrochage complet à des difficultés à suivre, hein, en particulier l'enseignement à distance. Le petit focus qui a été fait avec les interviews des lycéens le montre. C'est compliqué de suivre des études à distance. Et puis on a 700 000 jeunes hein, qui entrent sur le marché du travail et donc qui vont faire face à des difficultés d'insertion. Et on le voit aussi hein, pour les stages de fin d'études, c'est quelque chose de compliqué. Alors, rapidement, cette fragilité, elle a été révélée par la crise, mais elle existait déjà avant la crise. On avait déjà un jeune sur 5 qui était sous le seuil de pauvreté, et en particulier les jeunes femmes. Donc on voit aussi les différences liées au genre. On avait 20% des 15-24 ans qui étaient au chômage à l'issue de la formation initiale, dont la moitié étaient peu ou pas qualifiés. Là, on voit bien le rôle important de la formation. Et puis, François-Xavier en a parlé, on a 20% de NEETs parmi les 18-24 ans, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à l'école, ni en formation. Et puis, on a à peu près 100 000 par an décrocheurs scolaires, c'est-à-dire des jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme. Donc ça, c'est le premier objectif, la priorité à la jeunesse. Toutefois, il faut absolument... Alors, nous avons visiblement une rupture de faisceau avec Nathalie Chussot. Je parle sous le contrôle de la régie. Est-ce que nous allons pouvoir récupérer Nathalie Chussot? Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai d'enchaîner sur la séquence suivante avec Gilles de Margerie, qui est commissaire général de France Stratégie. Donc, visiblement, la régie confirme, nous avons perdu, et j'espère très provisoirement, Nathalie Chussot, ce qui nous permet d'engager la conversation avec Gilles de Margerie. Bonjour Gilles de Margerie, merci d'être avec nous. Vous êtes un observateur privilégié de la conjoncture en tant que commissaire général de France Stratégie. La crise, on le voit, a un impact direct évidemment sur la jeunesse, et il y a des effets particulièrement forts sur ces jeunes et ces étudiants. Voilà, nous vous écoutons pendant 6 minutes.
Voilà, je suis désolé de prendre la place qui aurait dû être celle de Nathalie Chusseau, mais je pense qu'elle va réarriver bientôt. Et ce que je veux dire est assez complémentaire, j'espère, de ce qu'elle était en train de dire. Bon, la crise, on le sait tous, elle est absolument sans précédent dans ses modalités. C'est-à-dire que c'est une crise que les pouvoirs publics ont décidé de créer pour des raisons sanitaires. C'est un truc qui est jamais arrivé dans notre histoire et on n'a jamais eu une telle brutalité de crise en temps de paix. Et on n'a jamais eu non plus un tel contraste entre l'effondrement du PIB, parce que le PIB a baissé d'une manière spectaculaire, et l'absence d'impact visible sur le taux de chômage. Je vais y revenir, mais c'est une situation complètement atypique. On a connu l'année dernière une situation où tous les trimestres, soit l'emploi et le chômage montaient, soit l'emploi et le chômage baissaient en même temps. C'est normalement le contraire de ce qui se passe. Et évidemment, on avait du coup des variations simultanées qui ne pouvaient s'expliquer que parce que le taux d'activité évoluait énormément. D'un trimestre à l'autre, on a pu avoir de temps en temps jusqu'à 1 million d'écarts sur la population active, et c'est ce qui explique que le taux de chômage ne bougeait pas, alors qu'en réalité, on avait dans le même temps à peu près 300 000 emplois salariés qui ont disparu et à peu près 300 000 demandes d'emploi en fin de mois de plus que juste avant. Ce qui explique la stabilité et même la légère baisse du taux de chômage, c'est que la population active elle-même a beaucoup bougé. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important dans le cadre de ce dont on parle aujourd'hui? C'est parce que ces mouvements ont touché plus que proportionnellement les jeunes dans un premier temps. Et ils ont touché plus que proportionnellement les jeunes pour des raisons qui sont assez simples et qu'on connaît, qui sont à la fois liées à la nature des contrats qu'ils ont et aux secteurs dans lesquels ils commencent leur vie active. Alors, les secteurs, on le sait, assez souvent, les premiers boulots que prennent des jeunes vont être des boulots dans le commerce, dans le secteur hôtellerie, café, restauration, dans l'accompagnement, et notamment dans les activités proches du tourisme et de la culture. Et ce sont ces secteurs-là où la présence personnelle est essentielle, qui ont été le plus directement touchés par les mesures sanitaires et qui ont dû quelquefois purement et simplement s'arrêter. Et ce sont des secteurs dans lesquels les jeunes sont surreprésentés, puisque ce sont les secteurs par lesquels ils commencent leur vie active. Les jeunes, en même temps, plus que la moyenne de la population, sont en intérim ou en CDD. Et ce qu'on a vu se produire, c'est que les CDD n'étaient pas renouvelés, que les missions d'intérim n'étaient pas reconduites, et que les gens qui recrutaient habituellement en CDD, notamment dans le secteur hôtellerie, café, restauration, ne le faisaient plus. Et donc, on s'est trouvé avec une situation où les jeunes ont été très très nombreux à considérer qu'il n'y avait pas d'espoir de trouver quelque chose sur le marché du travail. Ils se sont retirés du marché du travail, ils ont fait baisser le taux d'activité et donc le chômage a peu bougé, c'est ce que je vous disais à l'instant. On a du coup une situation dans laquelle les jeunes et les seniors ont eu des trajectoires assez contrastées parce que dans le même temps, les seniors ont eux plutôt vu leur taux d'activité stabiliser même en légère hausse. Et ça pour une raison assez simple, qui est qu'à travers les multiples dispositifs et particulièrement les dispositifs d'activité partielle qui ont été mis en place, les seniors étaient protégés et donc ils avaient des CDI plus souvent que les jeunes et ils sont restés en CDI avec le recours à l'activité partielle qui a été à certains moments vraiment considérable. Quand on regarde ce que ça donne en termes de flux, les chiffres sont quand même spectaculaires. Il y a eu en février 2021 presque 20% de moins, un cinquième de moins d'embauches de jeunes de moins de 26 ans qu'un an avant, juste avant le déclenchement de la crise. L'arrêt des embauches dans le secteur hôtellerie, café, restauration, à lui seul explique la moitié, ce qui est absolument gigantesque, de la chute du taux d'emploi des jeunes. Ce sont des chiffres absolument massifs. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, on espère tous que le rebond va être très fort, comme celui du troisième trimestre de l'année dernière. Si c'est le cas, après cette phase très dure de 2020, début 2021, les jeunes pourraient retrouver leur mode habituel d'insertion. Du coup, on a une crainte qui commence à monter, qui est une deuxième lame sur les seniors, que les faillites qui n'ont pas eu lieu, vous savez qu'elles ont spectaculairement baissé l'année dernière,
soient rattrapées. Je pense qu'elles ne sont rattrapées qu'en partie et lentement, mais qu'elles soient rattrapées et que du coup, on voit arriver sur le marché du travail des seniors qui auront perdu leur emploi dans des entreprises en grande difficulté. Et ça veut dire que les politiques qui ont été beaucoup tournées vers les jeunes dans la première phase devront également trouver des solutions un peu spécifiques pour les seniors dans cette deuxième phase. Au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? Notre diagnostic, c'est qu'on va revenir vers les difficultés structurelles qu'on connaissait, qui n'ont pas été résolues par la crise, mais qui n'ont pas forcément non plus été extrêmement aggravées. Et donc, on va se retrouver dans une situation où il y aura des secteurs qui auront du mal à recruter, alors même qu'on sera en sortie de crise. Ça peut être le cas dans le secteur hôtellerie, café, restauration. Ça sera probablement le cas si on voit un effet rapide de tout ce qui va être fait, notamment pour la transition climatique et l'isolation des logements dans les métiers du second œuvre du bâtiment. Et puis, on sait qu'on va avoir des très gros besoins de recrutement sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Et ça sera encore un des domaines sur lesquels on peut se trouver en tension sur le marché du travail. Donc, on peut sortir d'une période où il y aura eu beaucoup d'emplois détruits pour entrer dans une période où le nouveau sujet, ça sera de nouveau les difficultés de recrutement. Et c'est ce sur quoi on va travailler au Conseil d'orientation pour l'emploi dans l'année qui vient. Merci infiniment, Gilbert Margerie, pour ce témoignage. Je rappelle, commissaire général de France Stratégie, observateur privilégié. On l'a bien vu avec les chiffres. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque vous allez débattre ensemble et répondre aux questions des internautes. Justement, je rappelle le numéro de téléphone auquel, chers téléspectateurs, je dirais, chères auditrices et auditeurs qui êtes avec nous derrière vos écrans actuellement, vous pouvez poser toutes vos questions par SMS. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Il s'agit du 07 49 08 72 79. Bonne nouvelle, excellente nouvelle, il ne pouvait pas en être autrement. Nous avons retrouvé Nathalie Chussot, qui n'était finalement pas très loin. Elle était toujours avec nous, mais privée de parole. On revient vers vous, Nathalie. Je vous laisse poursuivre pendant 4 minutes votre intervention. Merci beaucoup. Alors, donc, je disais priorité à la jeunesse, et le second axe majeur, c'est effectivement de considérer avec attention et bienveillance la situation des seniors, ceux qu'on appelle les plus de 50 ans. On l'a dit, les projections démographiques anticipent qu'un quart à un tiers de la population va passer près d'un tiers de sa vie à la retraite. On a un taux d'activité des plus de 60 ans en France qui reste largement en dessous de la moyenne européenne. Et comme cela vient d'être dit, on anticipe que les seniors en activité soient également victimes de la crise, avec probablement des suppressions d'emplois ou des incitations au départ volontaire. C'est aussi une population qui est vulnérable face à la révolution numérique et à l'obsolescence de certaines compétences qui en résultent. Alors, l'idée, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, concernant la jeunesse, il me semble absolument impératif de développer un plan pour l'université, et que la formation des jeunes, à commencer par la formation initiale, est un investissement d'avenir qui est effectivement indispensable à une société d'innovation technologique et donc de croissance. Donc voilà, il me paraît absolument important d'élargir le plan de relance. Il me paraît difficilement compréhensible, par exemple, qu'il n'y ait pas de moyens directement consacrés au sein de ce plan de relance à l'université et à la formation des jeunes. La deuxième chose, c'est que il faut absolument favoriser le maintien en activité des seniors. Et en particulier, et là, le plan Un jeune, un mentor qui a été signalé me paraît une excellente idée. Il faut absolument mettre en place des dispositifs de formation des jeunes qui permettent le transfert d'expériences et de compétences par les seniors, donc des seniors vers les jeunes. Donc là, non seulement ça permettrait de lisser les départs des seniors, les départs à la retraite des seniors, tout en favorisant ce transfert de compétences qui est primordial et de favoriser ce lien intergénérationnel. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un gaspillage de compétences, d'expériences, de connaissances, des valeurs de l'entreprise, de l'historique de l'entreprise. Et un dispositif comme celui-là me paraît absolument fondamental. Alors, on a parlé de 100 000 jeunes, ça me paraît, c'est important, mais ça me paraît probablement pas suffisant. Et la deuxième chose, c'est que c'est favoriser le maintien en activité des seniors, mais aussi donc au sein de l'entreprise. Et probablement, il faudrait développer le mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition par les entreprises d'une partie de leurs seniors pour justement occuper des activités bénévoles, des activités liées à l'économie sociale et solidaire dont il a été question. Et ça me paraît aussi
crucial. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir développer cette appétence et permettre à ces seniors d'utiliser ces compétences aussi et de prolonger l'activité, comme ça a été souligné par François-Xavier tout à l'heure, parce que ça permet de retarder l'entrée en dépendance et que c'est très positif et ça a des effets sur le bien-être social. Il faudrait développer des formations courtes, qualifiantes à l'université, justement pour présenter ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, présenter ces gisements d'actions, d'associations et cette quête de sens qui existe aussi pour les seniors. Il a été rappelé tout à l'heure qu'un senior sur 2 occupait une activité bénévole et ça me paraît absolument très important. Là aussi, ça permet de renforcer le lien générationnel, on fait se rencontrer les générations au sein de l'université et on prépare cette nouvelle période de vie qui est la retraite tout en favorisant l'activité, le maintien en activité des seniors. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie Chusseau, très concise également comme toujours et comme les précédents intervenants et comme les suivants. Donc on a bien compris, en tout cas, développer une société du vieillissement harmonieuse et inclusive. Nathalie Chusseau, vous restez bien sûr également avec nous. Et chères auditrices et auditeurs, vous pouvez poser toutes vos questions. Le numéro va s'afficher en bas de l'écran. Voilà, le 07 49 08 72 79, numéro auquel vous pouvez déposer vos questions par SMS. Alors, réaction maintenant de la partie, je dirais, syndicale, partenaires sociaux. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons 2 responsables syndicaux dans cette table ronde. Nous aurons dans un instant la position de Paul Maillot, qui préside la FAGE, l'association des étudiants, la fédération des étudiants. Tout de suite, je me tourne vers vous, Marie-Lise Léon. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. On vient d'entendre, évidemment, le contexte est très très lourd, quelques mesures ont été avancées. Est-ce que le syndicat CFDT a lui-même des mesures, ou une mesure peut-être phare à proposer? Nous vous écoutons pendant 6 minutes. Merci beaucoup, merci infiniment de l'invitation et je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Bien entendu, la question de la jeunesse et des relations intergénérationnelles fait partie des sujets de préoccupation de mon organisation. D'une part parce qu'il est extrêmement difficile de prévoir comment nous sortirons tous individuellement et collectivement de cette crise et que l'histoire nous indique qu'il y a des points de vigilance. Et ça a été dit déjà à la fois par Olivier Grégoire, d'autres intervenants ici autour de l'écran. L'une des principales craintes que l'on a, nous, à la CFDT, c'est est-ce que la crise ne va pas créer du ressentiment et comment est-ce que l'on fait en sorte que on ne creuse pas avec cette perspective enfin d'une sortie de crise sanitaire qui dépend bien entendu encore largement justement de la situation sanitaire. Nous avons, nous, d'ores et déjà un sujet de préoccupation de comment on ne creuse pas plus une ligne de démarcation nette entre ce qu'on pourrait qualifier de perdant ou de gagnant d'une situation imposée à tous. Ça a été largement évoqué, notamment juste dans l'intervention précédente. Il y a il y a eu un véritable creusement et une très forte hétérogénéité, des conséquences de la crise sanitaire en fonction de l'âge. Et voilà, du coup, on a un vrai sujet sur la façon dont on peut aujourd'hui s'occuper de la jeunesse, prendre soin d'elle, parce que c'est bien entendu, c'est elle qui portera l'avenir de notre pays et à plus large échéance et à plus large échelle l'avenir de l'Europe. Nous avons développé d'ailleurs un petit témoignage d'organisation syndicale au moment où il y a un peu plus d'un an maintenant, le premier confinement a été mis en place. On a très vite pu observer, susciter même parfois des opérations de solidarité entre organisations. Je pense notamment à la CFDT et la FAGE. On a
une habitude de travail ensemble depuis plusieurs années, avec des opérations de soutien aux étudiants, notamment qui pouvaient se trouver dans des situations extrêmement difficiles pendant le confinement. Et on a pu observer que dans ces opérations de solidarité, qui étaient par exemple la mise à disposition de repas, d'accès à des produits alimentaires, on avait une très forte mobilisation de militants CFDT qui, pour beaucoup, étaient des retraités. Donc, on évoque le fait qu'il puisse y avoir un risque de ressentiment. La période que l'on a traversée nous donne aussi à avoir de beaux exemples d'optimisme, mais je pense qu'il faut rester prudent et extrêmement vigilant pour pouvoir envisager cette sortie de crise sanitaire avec sérénité et objectivité, puisque c'est bien l'enjeu. Ce que l'on prône, et ça a été assez peu évoqué, voire pas du tout, lorsqu'il s'agit de formation, d'emploi ou de lutte contre la précarité, nous avons eu énormément de témoignages et nous avons été confrontés à une difficulté majeure de beaucoup de jeunes qui n'ont accès à aucun revenu. Et donc, les conditions même pour pouvoir avoir des conditions favorables pour l'entrée dans l'emploi ou une préparation avec une formation adéquate, je pense que la couverture des éléments de base, la couverture des besoins élémentaires pour beaucoup de jeunes n'a pas été couverte. On travaille également avec des associations de lutte contre la pauvreté qui nous ont fait part d'un constat totalement édifiant de jeunes qui venaient 1 sur 5, donc un jeune sur 5 a eu recours à l'aide alimentaire pendant la crise sanitaire. Et pour les 3/4, il s'agissait d'une triste première expérience. Donc, on a un sujet véritablement d'accès à un revenu, et c'est l'une de nos propositions phares. Puisque pour être dans le sujet aussi de cette thématique, il y a la question des seniors, mais je pourrais y revenir un peu plus tard. Donc, nous, on appelle à ce qu'on a qualifié d'un plan d'investissement pour la jeunesse qui permette de leur donner les moyens d'avoir accès à un revenu pour préparer au mieux leur insertion dans l'emploi, dans l'entreprise. Et donc voilà, c'est une formule qui peut être résumée on parle souvent du RSA pour les jeunes ou de la garantie jeune universelle. Il y a un véritable besoin d'un élargissement de ces dispositifs et d'un renforcement pour pouvoir répondre aux difficultés actuelles. Merci beaucoup, merci Marie-Lise Léon pour ces explications et cette proposition concrète, effectivement, dont on va pouvoir reparler également, la question des seniors que vous évoquiez. Alors avant de débattre et de donner la parole au public pour les questions envoyées, je rappelle par SMS, le numéro va s'afficher en bas de votre écran, le 07 49 08 72 79. Vous écrivez vos questions par SMS et nous les prendrons dans quelques minutes. Paul Maillot, on vous retrouve. Je rappelle que vous présidez la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Alors on l'a vu, bien sûr, les étudiants sont largement mis à l'épreuve pendant cette crise. Certains parlent même à propos des jeunes et de ces étudiants directement concernés, parlent d'une génération sacrifiée sur l'autel de la crise. Nous vous écoutons pendant 6 minutes avant de débattre ensemble. Merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Merci à TDTE et l'ensemble des parties prenantes à cette table ronde pour son organisation. Et je m'attellerai donc effectivement à traiter, on va dire, les différentes difficultés qui ont pu être exacerbées par la crise concernant les jeunes et plus particulièrement les étudiantes et les étudiants qui seront abordés donc de manière distincte. Et effectivement, donc, ce n'est pas un problème qui est nouveau, comme ça a pu être déjà évoqué, c'est depuis de nombreuses années. La jeunesse est en proie à des difficultés, nombreuses difficultés très plurielles,
qu'elle a en partie, auparavant en tout cas, pu surmonter en s'en donnant les moyens, aujourd'hui malheureusement inatteignables. J'y reviendrai juste après. Les difficultés, donc, comme je l'ai dit, sont plurielles et particulièrement marquées sur des versants sociaux et académiques, santé sociale et académique, qui sont intrinsèquement liés, notamment pour les personnes qui sont en cursus universitaire. La précarité qui touche les étudiantes et les étudiants, pour commencer par là, et comme on a parlé un petit peu de SS tout à l'heure, a fortement été médiatisée, et a raison, pour reprendre quelques chiffres internes et issus d'enquêtes. C'est plus de bénéficiaires, par exemple, accueillis au sein des épiceries sociales et solidaires, donc une partie intégrante de l'ESS, au niveau de la FAGE, en quelques mois depuis le début de la crise, que depuis leur création en 2011. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 mois, avec l'arrivée de la crise sanitaire, plus de jeunes en situation de précarité au sein des épiceries qu'en 10 ans. C'est 3 jeunes sur 4 également qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières, plus ou moins fortes, avec la crise sanitaire, et notamment pour payer les charges liées au loyer, au logement, et également pour adopter une alimentation qui soit saine et équilibrée, mais en réalité une alimentation tout court. On s'en rend compte, et on s'en rend compte notamment avec les distributions alimentaires. On retrouve plusieurs causes à cela, mais principalement, et ça a effectivement également été évoqué tout à l'heure, ça va être l'impossibilité pour les jeunes de travailler pendant la période estivale afin de capitaliser sur l'année à venir, ou tout simplement d'occuper un job en marge de ses études pour les financer. Puisque les secteurs au final économiques du tiers-secteur marchand, comme le tourisme, comme la restauration, comme les services aux particuliers également, où se rendent naturellement les jeunes, et plus particulièrement les étudiantes et étudiants, ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire. Les ménages également, où sont rattachés ces jeunes, qui sont censés aussi pouvoir couvrir certains de leurs besoins, on va dire, ont été impactés. Ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas forcément des causes qui sont mises en avant, mais c'est une des causes principales de la situation que vivent aujourd'hui les jeunes. Première cause, donc, et la seconde en 2 parties, donc du fait de la dégradation, on va dire, de la condition financière du jeune, ça va être, et malheureusement, les lacunes, on va dire, au niveau du système d'accompagnement fiscal, financier et social également du jeune, particulièrement de l'étudiant, et plus particulièrement du système de bourse qui aujourd'hui est obsolète. On pourra y revenir peut-être et approfondir ça dans les échanges, mais on a d'autant plus de difficultés du fait d'un système lacunaire, mais également des mesures qui ont pu être très tardives. Donc très tardives ou souvent en inéquation avec les besoins réels des jeunes. Si je peux citer un exemple, ça peut être le chèque d'accompagnement psy, qui a beaucoup été médiatisé également, qui est un dispositif qui est censé être très positif, mais qui était censé être mis en place en février, dont la plateforme a été mise en ligne en mars, et qui aujourd'hui en mai, en réalité, n'est quasiment pas mis en place, ou que sur une partie des centres de santé universitaires. Donc, ce qui peut être problématique. En réalité, versant académique, très rapidement, donc ce qui me permettra de faire le lien entre le public hors estudiantin et le monde de l'emploi, on a eu un décrochage massif. Des jeunes avec l'arrivée du numérique, la mauvaise adaptation des contenus pédagogiques, et des discours aussi concernant la diplomation en temps de crise qui nous inquiètent particulièrement, surtout concernant l'insertion professionnelle. On a eu 61% des jeunes qui ont eu leur projet professionnel être impactés, 31% qui étaient engagés dans un processus de recrutement qui a été suspendu ou annulé, et d'autant plus de difficultés qui arrivent là sur cette deuxième phase, on va dire, de la crise sanitaire. On a pourtant eu le déploiement de la plateforme Un jeune, une solution, qui est bien faite, en l'occurrence, qui se rapproche beaucoup de ce qu'on revendique à la FAGE au niveau d'un guichet unique, donc qui permet d'accueillir l'ensemble des informations dont on a besoin pour voir un emploi, un stage, une alternance, ou même trouver des aides ou des prestations sociales. Mais aujourd'hui, il faut aller quand même plus loin sur la question de l'accompagnement humain et financier du jeune, surtout avant 25 ans, sans surprise, et en faisant de la garantie jeune universelle, ou peu importe comment on l'appelle, qui est un dispositif qui fait ses preuves, en faire un droit à toutes et à tous, et peu importe les profils. Peu importe les profils, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au final, pour les personnes qui sont issues de diplomation à Bac+3, Bac+5, on a très peu de dispositifs d'accompagnement, sauf des initiatives associatives comme l'APEC, par exemple, qui avait pu
monter le dispositif coup de pouce. Mais aujourd'hui, les services universitaires ne sont pas adaptés sur de l'orientation, sur de l'insertion professionnelle. C'est encore des choses qui sont très peu traitées aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et enfin, pour un petit mot très rapide sur la question qui va concerner la santé mentale, je ne peux pas forcément ne pas en parler. En l'occurrence, on a eu une dégradation de la santé mentale qui vient corroborer un petit peu le tout. C'est à ce jour plus de 3/4 des jeunes qui ont ressenti le besoin de se confier, d'être écoutés. C'est une détresse psychologique qui est pour plus de 23% des jeunes jusqu'à avoir eu des pensées suicidaires. Les jeunes ne sont pas les seuls concernés. On a beaucoup concentré tout ce qui va être médiatique autour de la santé mentale sur les jeunes. En revanche, et on s'en rend vite compte, ces derniers ne sont vraiment pas du tout les seuls à être exclus de toutes ces questions de dégradation de la santé mentale. C'est pourquoi on demande à ce qu'on puisse avoir un remboursement des consultations psy pour les jeunes et leurs proches, donc pour l'ensemble de la population en général, qui soit rendu possible donc dans des structures de soins coordonnées avec zéro de reste à charge. Donc, grosso modo, c'est de se dire qu'en fait les jeunes ne sont pas les seuls et qu'il faut qu'on puisse travailler de manière plus transversale. Donc, voilà, Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Et on va pouvoir développer certaines idées à travers les débats qui vont maintenant commencer. Donc, entre vous, chers intervenants, et puis ensuite les questions des internautes. Je rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez poser vos questions par SMS. Il s'affiche ce numéro en bas de votre écran, le 07 49 08 72 79. Alors débattons justement entre nous. Nous avons vu les nombreuses mesures. Vous avez chacun avancé des pistes de réflexion. On voit qu'il y a beaucoup de chantiers en cours. La vraie question finalement, c'est de dire comment on peut mettre tout ça en marche finalement, enfin sans mauvais jeu de mots. Comment on peut mettre tout ça en fonctionnement? C'est la question de la gouvernance. Je reprendrai d'ailleurs la question posée par Sébastien Bock tout à l'heure de la chaire Transition démographique, Transition économique en guise d'introduction. Sébastien posait plusieurs questions, dont celle-ci. Quelles institutions et quelle gouvernance, donc on retrouve le mot, mettre en place dans cette économie de rupture? Est-ce que quelqu'un souhaite commencer? François-Xavier Albouy, peut-être sur cette question? Nous vous écoutons. Écoute, il se trouve dans notre malheur, on a une énorme chance. C'est que le monde était déjà en train de changer avant la crise. Et évidemment, les changements vont s'accélérer avec la crise. On était, comme chacun le sait, passé à l'idée de développer de la RSE. Je crois que ça s'est fait, on jugera, mais je crois que ça s'est fait d'une manière assez rapide et assez efficace et très enrichissante pour l'avenir par le fait que les marchés financiers ont très vite adopté des normes, des mesures favorables au financement d'entreprises qui ont des véritables actions environnementales autour d'elles. On avait dans la RSE, on avait le S. Le S était un petit peu oublié, c'était le parent pauvre de la RSE. Il se trouve que c'est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Ce qu'on appelait dans ma jeunesse le capitalisme rénant et qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme responsable est en train de revenir à une vitesse incroyable, et l'intérêt des entreprises dans le monde, pas simplement les entreprises françaises, l'intérêt des entreprises dans le monde pour les communautés, les parties prenantes, la situation des aînés dans la ville où elles exercent, l'attention portée à l'éducation et même l'éducation des plus jeunes est en train de se manifester à une grande vitesse parce que les entreprises ont compris que ça conditionnait leur valeur de bilan, leur valeur patrimoniale, ce qu'elles vaudront dans 10 ans. C'est juste ça. Et donc, ça me semble être alors, il ne faut pas être irénique, mais ça me semble être un changement majeur de mentalité. On a produit plusieurs travaux avec des amis du comité Médicis. Enfin, il y a beaucoup du comité Médicis, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça me semble quelque chose de considérable. La gouvernance est en train d'évoluer avec beaucoup plus d'attention portée aux communautés humaines, à leurs difficultés,
et à la réalité de ce que l'économie c'est fait pour les sociétés et c'est pas fait pour les dividendes. Hein. On est en train de changer de mentalité, tous, et les jeunes sont porteurs de ça, l'idée que finalement l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. Ils sont partie prenante de l'entreprise. Et évidemment, il faut faire du profit, etc. Mais l'entreprise n'appartient pas à ses actionnaires. Elle appartient à une collectivité beaucoup plus vaste et qui est unie et beaucoup plus efficace. Merci François-Xavier Albouy. Je pose la même question aux autres intervenants, demandant une concision des réponses pour qu'on puisse en placer un maximum. Qui souhaite sur cette question de la gouvernance, peut-être Madame Léon, votre position? Volontiers. La gouvernance, au-delà de la question de l'emploi de la formation, je pense que la sortie de crise sanitaire et tout ce qui va devoir être construit à l'avenir ne peut se faire que dans un dialogue le plus large possible. Alors, pour la CFDT, ça peut paraître un leitmotiv régulier, mais en tout cas, et on l'a vu à un moment, notamment au moment du début du confinement, au début de la pandémie, on a, nous, observé du point de vue des travailleurs que cette séquence un peu totalement inédite a suscité a revigoré dans certaines entreprises le dialogue social. Les employeurs étaient tellement, pour certains, sidérés que c'est par l'intelligence collective qu'ils ont souhaité associer les représentants du personnel, les salariés, pour essayer de dire mais comment on va surmonter comment on va surmonter cette période. Je vous cache pas que depuis plus d'un an, cette association des représentants du personnel à la vie de l'entreprise pour essayer de continuer de trouver des modalités d'adaptation de l'activité, elle s'est un peu perdue et je pense que c'est dommage que ça ne soit pas un souci que préservent les employeurs. Donc, c'est pas forcément l'objet de cet échange parce que je sais que la ministre du Travail sera cet après-midi sur la question de l'entreprise. Mais moi, je trouve que l'une des pistes de sortie, et vous parliez de gouvernance, la ministre de l'ESS évoquait le fait qu'il fallait construire des passerelles. Je pense que la question de l'entreprise inclusive ne doit pas être l'exclusivité des entreprises de l'ESS. Il y a un véritable travail en tant que l'entreprise dite classique, elle a un vrai questionnement à mener. Il a juste été évoqué avant la question du sens que souhaitaient mettre les jeunes aussi dans leur travail. C'est un sens auquel aspirent tous les travailleurs et c'est un enjeu profondément démocratique dont on a sacrément besoin dans la période. Alors, j'aimerais bien entendre la position également de Gilles de Margerie, peut-être. Quelle est votre vision, monsieur le commissaire, sur cette problématique de la gouvernance? Et je me tournerai peut-être après vers Nathalie Chussot. Oui, volontiers. En fait, l'État a réagi incroyablement vite sur le genre de choses qu'il savait faire. Et donc, il a mis en place les prêts garantis de l'État, les fonds de solidarité et surtout l'activité partielle à toute allure, parce que c'était des choses qu'on était équipés pour faire. Et en réalité, on a pris conscience graduellement, et ça rejoint tout à fait ce que disait tout à l'heure Paul Maillot, que les dispositifs existants ne permettaient pas d'apporter une réponse à ce qu'allaient vivre les jeunes. Alors, on a été plusieurs des intervenants ce matin ont insisté sur la dimension psychologique. Je pense qu'elle est d'une extrême importance. C'est une prise de conscience collective dans un pays dont on peut pas dire qu'il a donné à la santé mentale dans le système de santé général la place qu'il devrait avoir. C'est une prise de conscience de la nécessité de faire quelque chose de plus dans ce domaine-là. C'est pas un grand domaine pour nous. Et puis derrière ça, il faut qu'on apporte des réponses aux questions que se posent les jeunes, qu'ils soient étudiants ou non. Paul Maillot en a évoqué un certain nombre. Le Conseil d'évaluation de la stratégie de lutte contre la pauvreté a recommandé une expérimentation d'une démarche de type solidarité pour l'ensemble des jeunes, applicable à tous. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'on se pose des questions de ce type.
Alors justement, merci Gilles de Margerie. Je me tourne vers Paul Maillot en réaction. Vous venez d'entendre donc l'un de ses responsables, Paul Maillot, hein, Gilles de Margerie, je rappelle commissaire général de France Stratégie, donc qui est lui-même dans la cuisine de tout ce qui se prépare, de tout ce qui s'observe. Quelle réaction est la vôtre en tant que président de la FAGE, la Fédération des associations d'étudiants? Un petit peu, j'espère en tout cas une conviction. Enfin, je suis assez convaincu de retrouver, on va dire, une situation plus normale. Je l'espère, de ce qui est en train de se préparer pour la suite. Ou en tout cas, c'est difficile de se projeter autrement. On a eu beaucoup trop de lacunes, on va dire, on a essuyé trop de difficultés et on a eu beaucoup trop de lacunes dans la prise en compte des difficultés concernant les jeunes pour ne pas en tirer d'enseignement en réalité. Je pense qu'on peut se projeter sur des perspectives peut-être plus favorables, mais où c'est aussi compliqué, puisqu'on avance tellement dans le flou depuis de nombreux mois maintenant, plus d'un an, qu'au final, des perspectives qui peuvent être positives, en réalité, elles ne le seraient pas forcément en fonction du coup de l'évolution qui arrive. Les bourses, la question des bourses que vous souleviez, c'est un gros problème aujourd'hui pour vous? La question des bourses sur critères sociaux et dont on attend en tout cas une réforme effectivement beaucoup plus structurelle est une réelle problématique. On a une non prise en compte des catégories socioprofessionnelles moyennes basses dont les parents ne peuvent pas forcément les accompagner fiscalement, enfin financièrement, et qui ne sont pas prises en compte dans le système de bourse et qui connaissent et qui sont vraiment un nouveau public en fait qui rencontre des difficultés. La question du montant, du fait que ce ne soit pas calqué sur l'inflation, il y a plein de choses qui sont effectivement très... sur ce dossier, oui. Il faut aller plus rapidement sur ce dossier. Nathalie Chusseau, je me tourne vers vous. Cette question de la gouvernance, professeur d'économie à l'Université de Lille, comment vous la voyez? Comment mettre en place toutes ces propositions qui ont été faites par chacun d'entre vous ce matin? Moi, il me semble quand même qu'il y a un vrai défi qui se joue à l'université, et c'est ce que j'ai dit en propos introductif. Il me semble que quand même l'université devrait faire partie de ce plan de relance. Ça a été souligné tout à l'heure. Les services universitaires ne sont pas forcément adaptés pour faire du suivi, et en particulier des décrocheurs universitaires. Je crois que c'est vraiment une question très importante. Accompagner les jeunes qui sont en diplôme de fin d'études pour trouver un stage et s'insérer sur le marché du travail, mais aussi à favoriser, essayer de rattraper ces décrocheurs en leur proposant une aide pour revenir à l'université. Et ça, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour le faire. Et je crois que c'est un vrai manque dans le plan de relance aujourd'hui. Il faudrait quelque chose de beaucoup plus ciblé sur l'université, et pas seulement à travers des appels d'offres, des appels à projets, mais vraiment on voit un manque de moyens quand même crucial, y compris en termes d'emploi, pour faire cet accompagnement. Donc ça me paraît un point important. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes vraiment dans le concret finalement, et faisons en sorte que ces propositions concrètes soient entendues et écoutées, surtout entendues et appliquées. Effectivement, cette audience aura, je crois, beaucoup d'importance dans les semaines et prochains mois à venir, puisque beaucoup de choses se préparent, notamment dans le cadre des prochaines campagnes électorales. Alors, je me tourne vers les questions du public. Elles vont apparaître en bas de l'écran. Voilà. Donc, vous avez posé vos questions par SMS. La première: dans cette conjoncture défavorable sur le marché du travail, que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage? Alors là, il va vous falloir du temps. Qui souhaite répondre, commencer? Peut-être Madame Léon de la CFDT? Je vous remercie de me laisser l'honneur de répondre à cette question. La réforme, elle a été pensée politiquement. Le projet, il a été pensé dans le cadre d'une conjoncture qui est tout à fait différente, puisque c'était la conjoncture de 2018-2019. On était sur des perspectives économiques tout à fait, des projections tout à fait différentes, et un souhait, et en tout cas une volonté politique de l'exécutif du moment de faire d'accélérer le désendettement du régime d'assurance chômage. La réforme aujourd'hui, donc elle a été actée en 2019.
avec une entrée en vigueur qui a été largement perturbée par la crise. Et aujourd'hui, je pense que la réforme est extrêmement dangereuse. Le gouvernement fait un pari risqué d'une reprise rapide de l'emploi. On y aspire tous. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément considérer que reprise économique sera synonyme d'un rebond emploi mathématique. On a vu que, Gilles de Margerie évoquait qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place de préservation de l'emploi et des entreprises, avec notamment l'activité partielle, qui a protégé les personnes en CDI. Les personnes en CDD ou en intérim ont, elles, pour beaucoup d'entre elles, perdu leur travail. Et cette réforme, elle arrive à un moment où je pense que c'est à la fois risqué et ça va entraîner une accélération de la précarisation d'un nombre de personnes qui n'est pas négligeable. On parle de plus d'1 million de personnes. Donc on y est, nous, vivement et fortement opposés. Merci. Et encore une fois, merci pour la concision des réponses pour que nous puissions prendre un maximum de questions. Sur cette question de l'assurance chômage, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ou nous envoyons une autre question? On pose une autre question, peut-être, à l'écran. François-Xavier Albouy? Non, ce qu'on peut dire, c'est il en est de toutes les réformes. Les problèmes demeurent, mais la manière de les poser devrait être différente après la crise. Ça ne veut pas dire que les modalités sont mauvaises ou pas, mais repenser à l'aune de la crise et ce qui vient se passer. Et moi, je retiens de nos débats de ce matin qu'il faut peut-être un peu plus de bienveillance entre nous, et c'est le sens de toutes les solidarités qu'on a évoquées, les besoins de solidarité et aussi du S de RSE, un peu plus de bienveillance entre nous, et peut-être un peu plus d'agressivité vis-à-vis des autres, pas au niveau de la guerre ou de la diplomatie, mais avec le souci de devenir une économie qui exporte, qui se modernise, qui fait rentrer les jeunes et qui exporte, puisque tout le monde sait que depuis 30 ans, nous avons des résultats absolument déplorables à l'exportation et que ça va s'aggraver avec en termes de devises, avec le tourisme et le transport aérien. Donc il faut faire un pari de relance de l'économie sociale en France et de relance sociale en général, mais en même temps tourner vers l'exigence d'être exportateur. Et les deux questions sont en fait en apparence éloignées, mais sont très, très proches. Ça pourrait être un beau programme électoral, ou au moins une partie d'un programme électoral. Question suivante, posée par SMS, par nos internautes. Alors là, écoutez, j'ai un petit problème, je ne vois pas du tout la question. J'ai du mal à lire. C'est en très très petit caractère. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut la déchiffrer ou si en régie on peut augmenter. Voilà. Alors, Madame Léon, est-ce que on peut grossir le caractère, s'il vous plaît? Facile à dire. Un bureau. Bon, c'est trop compliqué. Je vous propose de passer à une autre question. Soit on élargit le caractère, soit on passe à une autre question, ce que l'on va faire en régie, puisque la chaire, les membres de la chaire transition démographique, transition économique valide ces questions et nous les propose à l'antenne pour les poser. Est-ce que nous pouvons avoir une autre question? Sinon, nous n'en manquons pas, nous pouvons... Voilà. Ah, alors c'est toujours aussi petit. C'est pas grave, le problème est identique. Une autre... Ah voilà. Ah voilà. Alors, pensez-vous que le CPF, donc la formation continue, est un outil intéressant pour pallier la crise sur le marché du travail? Qui souhaite répondre? Madame Léon est déjà intervenue. Monsieur de Margerie? Peut-être oui. Alors, le CPF, certains d'entre vous le savent, doit beaucoup à des initiatives qu'avait prises Jean Pisani-Ferry quand il était à France Stratégie il y a quelques années. Ça n'est pas un instrument spécifiquement pour la crise, c'est un instrument fondamental pour l'avenir du rapport entre chacun et sa trajectoire personnelle de formation. C'est un instrument qui permet d'incarner vraiment le droit à la formation. Mais ça n'est pas spécifiquement lié à la crise. Je pense que dans cette crise, on est conduit à réfléchir de manière renouvelée à l'attractivité des métiers pour les jeunes et au fait que, dans le fond, ça ne va pas de soi
qu'on passe les premières années de sa vie dans l'insertion sur le marché du travail, en allant d'intérim à CDD très court, renouvelé ou pas, avec des périodes qui font qu'on vit cette situation qu'on appelle le précariat. Je pense que on a besoin de trouver un moyen de rendre ces métiers plus attractifs, de mettre en place des formations qui font qu'ils deviendront plus attractifs. Et là, on apportera des réponses de fond et pas simplement conjoncturelles. La conjoncture, on ne sait pas ce qu'elle va donner. Comme le disait Marie-Lise Léon, il y a un grand aléa sur le rebond. Je suis plutôt partie de ceux qui pensent que le rebond va être un peu comme celui du T3 de l'année dernière, peut-être pas de la même ampleur. Au troisième trimestre, l'année dernière, c'était plus 18. Au troisième trimestre, ça a fait plus 18% le PIB, c'est jamais arrivé. Alors peut-être que ça sera pas aussi élevé cette fois-ci, mais je pense que ça sera significatif. Et donc la conjoncture va bouger. Ce qu'il faut, c'est trouver des réponses de moyen long terme pour l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Nathalie Chusseau, vous travaillez justement en tant que professeur d'économie à Lille et dans le cadre de vos recherches plus larges, vous travaillez sur ces questions. Quelle est votre position justement sur ce compte professionnel de formation et les débouchés possibles? Je pense que c'est un outil absolument indispensable pour la formation tout au long de la vie et que la possibilité qui est donnée à chaque personne, chaque salarié de pouvoir se former en ayant accès à ce compte personnel de formation, donc ça me paraît un instrument absolument primordial. Je pense qu'il n'est pas suffisamment abondé, cependant, hein, c'est-à-dire que les moyens qui sont mis sur ce compte ne sont pas suffisants, mais que ça peut être tout à fait un instrument complémentaire pour favoriser à la fois la formation des seniors là en temps de crise ou même la formation des plus jeunes. Donc c'est un outil extrêmement utile, mais probablement sous-abondé pour qu'il soit plus efficace, de mon point de vue. Avant de passer à une autre question, peut-être la réaction de Paul Maillot, président de la FAGE, la Fédération des étudiants, des associations d'étudiants. Votre position sur le CPE, Paul Maillot? Oui, merci. Donc effectivement, comme ça vient d'être souligné, c'est essentiel pour tout ce qui va concerner l'apprentissage tout au long de la vie et pour ce qui va concerner le public davantage jeune et estudiantin. Ça peut être une façon de lever les freins à la mobilité, par exemple. On peut avoir des fonds qui seraient alloués sur le permis, par exemple. C'est tout bête, mais l'apprentissage des langues également, si on parle de mobilité internationale, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas assez abondé, tandis qu'il pourrait permettre l'apprentissage de compétences qui sont beaucoup plus professionnalisantes que ce qu'on peut retrouver au sein des cursus universitaires et abonder tout à fait les profils, enfin en tout cas les développer de sorte à ce qu'on puisse facilement sur le marché du travail aussi. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous prenons peut-être une ou deux dernières questions avant la pause déjeuner et de continuer à travailler ensemble cet après-midi. Question du public. Faut-il que les personnes âgées contribuent au financement du plan d'aide aux jeunes? Donc, effectivement, la participation des seniors. Dans l'affirmative, un emprunt obligatoire pourrait-il être mieux compris, accepté et finalement efficace que le recours à l'impôt? Alors là, c'est assez technique, mais la question se pose réellement. François-Xavier Albouy? Ouais, moi, naturellement, oui, on pourrait dire, mais on ne sortira pas de cette crise rapidement comme ça a été mentionné si on réouvre des débats qui nous ont, avant la crise, fait perdre 2 à 3 ans. C'est-à-dire que s'il faut taxer... C'est la question de l'épargne qui se pose aujourd'hui. On le voit, la question de l'utilisation et du fléchage de l'épargne. Exactement. Et le problème, l'un des problèmes, mais qui est l'un des problèmes de la société française, c'est évidemment d'être investi en obligations, en produits de taux, en dette, et de générer comme ça, et de ne pas être assez investi. D'ailleurs, c'est pareil partout en Europe. En Europe, on a des taux d'épargne élevés et on est assez un peu investi dans les entreprises. Et c'est ça dont on a souffert. Il faut permettre aux gens d'investir dans l'entreprise et aux jeunes d'entrer dans les entreprises. Ça me semble être une manière naïve de décrire le phénomène, mais le problème qu'on a, c'est pas tellement que les retraités sont assis sur du patrimoine, c'est que ce patrimoine, il ne finance pas la croissance, et la croissance future. Quel est le regard de Gilles de Margerie, le commissaire général de France Stratégie, sur cette question de la réorientation de l'épargne abondante des Français aujourd'hui et le rôle des seniors dans cette, je dirais, relation ou au moins solidarité intergénérationnelle? Alors, il y a 1000 questions dans cette question, mais la première chose, c'est qu'effectivement,
plutôt les seniors qui épargnent, et on a une énorme épargne additionnelle qui s'est constituée depuis un an. Alors selon les chiffrages, on dit 130 milliards d'euros, mais ce sont des montants vraiment gigantesques. Personne ne sait très bien vers où va aller cette épargne. On espère tous qu'elle va aller pour une part significative dans le rebond de la consommation et donc dans ce qui va entraîner de la croissance, notamment dans la vie de tous les jours, aller au resto avec des copains, etc. Tout ça, bon, ce seront les moments où on se libérera de la crise et c'est très très bon pour l'économie à court terme. Derrière, qu'est-ce qu'on fait avec la surépargne des seniors? L'idée d'un emprunt ciblé sur les seniors, je le dis très clairement, je n'y crois pas une seconde, je ne sais même pas si c'est constitutionnellement imaginable. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut qu'on fasse bouger un peu les curseurs. On a 3 points à 4 points de PIB en France de plus sur les retraites que dans les pays qui nous ressemblent. C'est une des caractéristiques de notre pays. Ce qui permet de faire bouger les curseurs, c'est que les seniors travaillent un peu plus longtemps. Et que leur taux d'activité augmente. Ça, ce sont des points beaucoup plus importants, à mon avis, qu'un très hypothétique emprunt obligatoire sur les seniors. Marie-Lise Léon, votre position, très rapidement, s'il vous plaît, la position de la CFDT sur ce sujet de la solidarité intergénérationnelle senior versus jeunes. Ouais, alors, la question n'est pas de faire payer les plus âgés pour les jeunes. La question, c'est d'être sur de l'intergénérationnel et de la solidarité nationale. Et nous, on est plutôt sur une contribution exceptionnelle qui viserait les plus aisés ou en tout cas les entreprises qui ont, pour certaines, c'est le cas, tiré largement bénéfice de la crise. Donc c'est plutôt contribution exceptionnelle, non pas ciblée en fonction de l'âge, mais en fonction de ceux qui ont pu traverser la crise avec beaucoup moins de cicatrices. Paul Maillot, président de la FACH, qu'est-ce que vous attendez des seniors aujourd'hui en France, vous, l'étudiant et les étudiants que vous représentez, rapidement? Très succinctement, oui, effectivement, je suis pas foncièrement convaincu que l'âge soit le dénominateur commun pour aller un petit peu chercher l'argent. En revanche, on attend effectivement non pas forcément de la solidarité intergénérationnelle, mais en tout cas qu'elle ne soit pas davantage atteinte par tout ce qu'on voit en ce moment au niveau médiatique et politique. La question de l'entraide intergénérationnelle est essentielle et ne doit pas faire l'objet de ruptures comme on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Donc qu'on puisse continuer à nourrir des perspectives plus positives sur les liens intergénérationnels. Alors, nous allons passer à une dernière question. Auparavant, peut-être, est-ce que Nathalie Chussot, vous souhaitez ajouter un point sur cette question? Non, je suis assez d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Cette histoire d'emprunt, je n'y crois pas. Et ce qui est important, c'est effectivement d'utiliser cette épargne à bon escient pour relancer la croissance. Et la question, c'est d'inciter à la désépargne intelligemment, ce qui est une autre question. Mais sur l'emprunt pour les destinés aux seniors, je ne crois pas que ce soit une très bonne initiative. Allez, une toute dernière question, il nous reste quelques minutes avant le déjeuner. Les retraités aisés sont-ils prêts à baisser un peu leur niveau de retraite au profit des jeunes, donc à une réforme systémique, ça y est, le mot est lâché, réforme systémique des retraites. François-Xavier, oui, peut-être également Gilles de Margerie. Le sondage qui a été monté ce matin, c'est apparemment non, puisque la position claire et dominante des seniors à la retraite, c'est d'augmenter l'âge de départ en retraite. Donc, visiblement, ils sont pas prêts à ça. Ceci dit, on peut les comprendre. Enfin, c'est assez logique. Non, je crois que là aussi, il faut repenser les choses un peu différemment. Rien n'empêche, on n'a pas réussi depuis 1945 à mettre en place des fonds de pension. C'est pas tellement politique, c'est certain. On ne peut pas demander une cotisation à une génération de cotiser 2 fois. Et puis après, ça s'est aggravé de manière politique et tout ça. Or, on sait aujourd'hui, à la fin du capitalisme friedmanien et financier, que la seule manière, finalement, de s'enrichir, c'est d'investir à long terme et de réinvestir ses bénéfices. C'est ce que nous apprend le sage de Ohama, là, Warren Buffett, et qui contredit le Madoff. Donc on sait qu'il y a ça, on sait qu'on peut faire ça. Rien n'empêche maintenant de mettre en place un système d'épargne retraite au sens large. C'est un des travaux de la chaire qui sera élaboré cet après-midi et qui permet de créer un fonds de pension qui peut-être ne délivrera des rentes que dans 40 ans, mais qui entre-temps aura investi des entreprises et aura représenté un fonds de souverain. La crise est une manière de changer nos manières de voir et de les repenser.
pas de manière étriquée comme on les avait avant, parce qu'on était plein de contraintes, mais d'inventer une nouvelle solution accueillante à la jeunesse et accueillante à l'innovation. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette table ronde, de ce focus numéro 2, car d'autres vont suivre dans l'après-midi. Et vous venez très bien de synthétiser finalement, François-Xavier Albouy, les travaux et les perspectives et surtout les propositions faites par la chaire de transition démographique, transition économique que vous dirigez et dont on peut évidemment se procurer tous les documents sur le site internet. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci, chères intervenantes et intervenants, de nous avoir livré vos analyses. Malheureusement, ce genre d'exercice est toujours assez frustrant, mais nous allons pouvoir revoir, le public va pouvoir et les internautes vont pouvoir de nouveau se plonger dans ce débat avec le replay de ce débat qui sera disponible dans quelques heures sur le site de la chaire de transition démographique et économique. Merci à toutes et tous. Nous marquons une courte pause pour le déjeuner. On se retrouve à 14h. D'autres intervenants, d'autres beaux programmes cet après-midi autour de cette question de l'intergénérationnel. À 14h, vous aurez un focus dédié aux entreprises face à l'intergénérationnel avec encore une fois d'autres débatteurs très intéressants. Merci de votre attention, bon appétit et à tout à l'heure.